Bonjour François. Bonjour. Donc on attend les participants et après on peut démarrer, je pense, à 19h. D'accord. Vous me dites, Younes, si vous voulez que je partage tout de suite ou si on attend encore un petit peu. Oui, je pense qu'on peut attendre encore peut-être 2 petites minutes, hein, ou 1 minute et après on peut commencer. Euh, pour la personne qui demandait pourquoi.
Elle n'entend rien, c'est normal parce qu'on n'a pas encore commencé. Donc, le webinaire, il démarre à 19h, mais peut-être on va essayer de commencer. On va pas tarder peut-être à commencer. Ok. Je pense qu'on peut commencer. Du coup, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier professeur Carré d'accepter de participer à cette nouvelle édition de webinaire où il va nous parler d'un sujet d'actualité et très important qui est le VO de Max, la relation avec l'état de santé et longévité. Je voudrais remercier également les participants d'être avec nous. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera de vous répondre euh, dès que possible. Sans tarder, je passe le parole au professeur Carré. Et je pense là, je vous laisse se présenter et on peut commencer. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais déjà partager mon écran. Donc effectivement, je suis ravi d'échanger avec vous sur un sujet qui est, je pense, pas forcément bien connu de tout le monde et qui est pour moi essentiel. C'est effectivement euh, la capacité cardio-respiratoire qui en fait correspond au VO2 max, qui est quelque chose que l'on connaît tous en cardiologie comme facteur de risque chez l'insuffisance cardiaque, par exemple. Ça nous permet aussi de déterminer chez un patient insuffisant cardiaque la part du problème qu'il présente au niveau du muscle, au niveau du muscle squelettique, du cœur, des poumons. Ça, c'est des choses très connues, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour greffer un patient cardiaque, eh bien, on va se baser essentiellement sur son chiffre de VO2 max. Pourquoi? Parce que plus ce chiffre est bas, plus son pronostic vital est en jeu. Et ça ne concerne pas que le patient qui a une pathologie cardiaque, ça va concerner l'ensemble de la population. En fait, ce que je vais vous démontrer, ce que je vais peut-être vous faire comprendre un petit peu mieux, c'est que votre VO2 max, votre capacité cardio-respiratoire, c'est votre capital santé. En fonction de ce niveau, on peut prédire, en gros, si vous avez une espérance de vie qui va être longue, une espérance de vie qui va être moins longue, et ça, que vous soyez malade ou pas, que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un enfant, quelle que soit votre origine ethnique, dans tous les domaines, on a parfaitement prouvé. On a maintenant depuis très longtemps, plus de 15 ans maintenant, des papiers qui s'accumulent et qui nous montrent la même chose et on n'arrive pas toujours à mettre en avant vraiment ce facteur qui doit être plus considéré par les médecins comme quelque chose d'important. Alors, on va voir comment on est arrivé là, comment on peut calculer aussi ce paramètre, parce que s'il faut le faire dans une grande population, ce n'est pas facile. On va voir un petit peu comment on va s'appuyer, comment on va s'organiser pour en tenir compte. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à me noter des questions. Et puis, de temps en temps, je ferai des petites pauses pour savoir si vous avez des questions particulières pour ceux qui ont vraiment des questions importantes. Alors, on va essayer déjà de passer la première diapo. Donc, en fait, la première question qu'on va se poser, c'est, je viens de vous dire que la capacité cardio-respiratoire, c'est le marqueur du pronostic vital. Donc, quelle preuve on a pour cela? Eh bien, la première preuve que l'on a, elle date d'un article, je vois que le nom n'est pas apparu, mais ça date de 2008, un article du centre, un grand centre de prévention cardiaque qui est au Texas, le centre Cooper, et qui a pris, voyez, 10 000 hommes et 3 000 femmes. Il les a classés en capacité physique faible, moyenne, élevée. Les barres vertes que vous voyez, c'est les hommes. Les barres blanches, ce sont les femmes. Et vous voyez que en ordonnée, on a le nombre de décès ajusté pour l'âge sur 10 000 personnes par an. Là, on ne parle que de personnes qui sont décédées de maladies chroniques. On ne parle pas d'accident de voiture ou d'un autre accident. On ne parle pas de suicide. On ne parle que de personnes qui sont décédées de maladies chroniques, pathologie cardiaque,
spondylarthrite ankylosante, cancer, problème neurologique, peu importe. On va simplement regarder dans chaque groupe. Et là, on voit très bien que quand je prends la barre des messieurs, la barre verte, qui a une capacité physique faible, c'est-à-dire inférieure ou égale à 5 mètres dans cette étude, eh bien, il y a 60 personnes par an, 60 hommes, qui décèdent d'une maladie chronique. Maintenant, si je regarde les gens qui ont une capacité physique moyenne, ici, je vois qu'il n'y a que 30 personnes et peut-être même un peu moins. Donc, je me rends compte quand même que quand j'ai 6 à 7 mètres de capacité physique, on va revenir sur à quoi ça représente à peu près, comparé à quelqu'un qui a 5 mètres, j'ai quand même pratiquement la moitié moins de personnes qui décèdent en un an. Là, vous voyez que je ne vous ai pas parlé de l'âge de la personne, ni s'il était malade. Je vous dis simplement que chez ces gens-là, quand j'ai une capacité physique faible, je vais mourir plus tôt que quelqu'un qui a une capacité physique moyenne. Alors, vous avez bien sûr remarqué que chez les femmes, c'est la même chose, sauf que pour chaque niveau de capacité physique, les femmes meurent moins. On n'a pas exactement aujourd'hui d'explication très claire. On ne va pas parler et se réfugier comme souvent sur le problème hormonal, puisque de toute façon, les personnes qui décèdent, elles n'ont pas 25 ans. Ce sont plutôt des personnes qui ont plus de 60 ans, donc qui, chez les femmes, sont déjà touchées par la ménopause. Mais c'est vrai que ça vous explique aussi pourquoi l'espérance de vie des femmes est plus élevée que l'espérance de vie des hommes, globalement. On le retrouve dans cette étude. Ce qui est important à voir, c'est que il suffit que je passe de 5 mètres à 6 mètres, et vous voyez, j'ai un effet majeur. Je vais diminuer mon risque de mortalité d'environ 15 à 20%. Donc, il suffit de pas grand-chose. En fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on a des capacités physiques de champion, c'est mieux. Mais si on a des capacités physiques de base, c'est déjà important. Moi, pour mes patients, pour leur expliquer ça, je leur parle toujours du nombre d'étages qu'ils sont capables de monter en 5 minutes. Pourquoi je dis 5 minutes? Parce que la capacité cardio-respiratoire maximale, la VO2 max, c'est un effort qu'on peut maintenir 5 minutes. En gros, 4 à 7 minutes. 4 minutes quand on est très déconditionné, 7 minutes, c'est déjà les champions qui peuvent monter à 7 minutes 30, 8 minutes pour quelques-uns, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, quand on explique ça au patient, il comprend très bien, et moi je lui dis, mon but à moi, c'est que vous gagnez des marches. Parce que si vous gagnez des marches, vous allez augmenter votre espérance de vie et surtout, vous allez améliorer votre qualité de vie. Parce que plus je monte de marche, meilleure est ma capacité cardio-respiratoire, plus je peux faire de choses. Je vais faire mes courses. Je vais aller jouer avec mes petits-enfants si j'ai des petits-enfants. Je vais pouvoir aller faire du vélo avec mes amis. Je vais pouvoir marcher avec mon mari qui marche toujours un peu trop vite, etc., etc. Et ça n'est possible que si j'ai une capacité cardio-respiratoire suffisamment élevée. Le hic là-dedans, c'est que pour gagner des marches, pour gagner des mètres, votre patient n'a qu'un moyen, c'est de bouger. Vous pouvez lui donner n'importe quel médicament, s'il ne bouge pas, il ne gagnera pas de mètres. Alors entendons-nous bien, les médicaments sont indispensables puisque ce sont eux qui vont diminuer les symptômes. Je reprends toujours mon insuffisant cardiaque et essoufflé. Eh bien, si je lui donne des médicaments, il va être moins essoufflé et il va pouvoir marcher mieux. Mais s'il choisit de rester dans son fauteuil ou dans son lit, eh bien, son espérance de vie est très faible. Alors, je vous rappelle que les MET, c'est l'abréviation de Metabolic Equivalent of the Task, et un mètre, ça correspond à 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. C'est ce que vous consommez quand vous êtes au repos. Là, quand vous êtes en train de m'écouter, vous consommez en moyenne 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Et donc, c'est aujourd'hui l'unité qu'on doit prendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une consommation maximale d'oxygène de 35 millilitres minute kilo, il a une consommation maximale d'oxygène de 10 mètres. Tout simplement. Donc bien retenir ça, parce que ça veut dire que maintenant, à partir de demain, votre but pour vos patients, c'est qu'ils gagnent des marches, c'est qu'ils gagnent des mètres, parce que ce sera toujours bon et meilleur pour sa santé.
Alors, on a été regarder un petit peu. Il y a eu des études. Vous voyez, là, il y a une étude récente de 2022. Hein, ce sont toujours des études sur des populations très importantes. Là, on avait une étude, si ma mémoire est bonne, sur plus de 700 000 personnes. 700 000 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui sont rangées par catégorie d'âge de 30 à 49 ans, 50-59, 60-69, 70-79, 80-95 ans. Et dedans, vous aviez des hommes qui étaient de différentes origines ethniques. C'est aux États-Unis que ça a été fait, donc des Afro-Américains, des Américains caucasiens, des Hispaniques, etc. Et comme pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et vous voyez que dans chaque tranche d'âge, eh bien, le risque relatif de mortalité toute cause, et on les a rangés par sextile, je crois, 1, 2, 3, oui, 6. On a coupé en percentile, on a coupé la capacité physique en 6 tranches, et on voit, ça c'est ceux qui ont la tranche la plus basse, et ça c'est la tranche la plus élevée. Eh bien, vous voyez que je passe d'un risque de 1, je tombe très rapidement quand j'ai 10,8 mètres ici à la moitié moins de risque, pratiquement, et là j'ai pratiquement 90%, 80% de risque en moins de mortalité. Et ça c'est vrai, quel que soit l'âge. Donc on voit très bien l'importance que représente cette capacité physique, même à 80-95 ans, j'ai la même chose. En plus, ce que nous montre cette étude, c'est qu'ils ont regardé quelle était la capacité physique qu'il fallait avoir pour vivre, diminuer mon risque de mortalité de 50%. Vous voyez, on était à 1, on passe à 0,5, ça veut dire qu'on a diminué de 50% notre risque de mortalité toute cause. Eh bien, vous voyez qu'entre 30 et 50 ans, il faut avoir environ 11 mètres, 10 mètres entre 50 et 59 ans, c'est normal, parce que tout simplement, la valeur moyenne en fonction de l'âge de la capacité cardio-respiratoire baisse. Là, on reste aux alentours de 8 mètres, 60-79 ans et 7 mètres. Ça veut dire qu'en fin de compte, si je veux augmenter ma qualité de vie le plus longtemps possible et mon espérance de vie, il faut que je reste toujours à une capacité physique qui n'est pas négligeable, parce que 7 mètres, ça nous fait quand même à peu près 24 millilitres par minute par kilo. Je vous rappelle que on prend la valeur de 50% de la capacité physique théorique pour considérer qu'il faut transplanter un patient. Donc, on voit très bien ici toute l'importance que ça peut avoir. C'est la première fois qu'on a des données sur des personnes aussi âgées. Alors moi, ça me fait plaisir parce que ça me renforce dans ce que j'ai toujours fait vis-à-vis de mes patients quand je consultais, quel que soit l'âge, je leur ai dit bougez, bougez, gagnez des mètres. Parce que de toute façon, les mètres que vous gagnez, ça va vous changer votre vie. Parce que vous ferez plein de choses que vous aimez faire et que vous ne pourrez pas faire si jamais vous n'avez pas des mètres, si vous ne gagnez pas des marches. Donc ça, c'est important. On a la preuve qu'à tout âge, c'est important de gagner des mètres. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on est François, malade. pardon, juste avant de passer à la diapo suivante, il y a une question, il me Oui, semble, de Bernard Aguilanu. La question, je ne sais pas si vous voyez la question dans le chat, mais moi, la je n'ai pas question, regardé. existe-t-il des études qui démontrent que l'amélioration de la capacité physique a un effet sur la survie? En effet, on pourrait simplement conclure que les sujets à faible capacité physique ont d'autres facteurs confondants, Alors, comorbidité, normalement, etc., responsabilité de la mortalité. dans toutes ces études, on élimine tous les autres facteurs. C'est-à-dire qu'on élimine les facteurs de risque cardiovasculaire habituels, etc., où on ne compare que des patients avec les mêmes pathologies, et dans ces pathologies, on fait en sorte qu'on élimine tous les autres facteurs, bien évidemment. Ce que l'on a montré, c'est que si vous avez des gens qui ont des capacités physiques faibles ou moyennes, si on augmente leur capacité physique, eh bien, ils vont se retrouver dans la tranche de ceux qui vivent plus longtemps. Ça a été démontré. Après, partir du principe qu'en augmentant la capacité physique, on peut prolonger l'espérance de vie, bah, c'est difficile parce que si je ne suis pas mort, je ne peux pas voir à quel âge je serai mort. Donc, ce que l'on sait par contre, c'est qu'effectivement, si vous avez des gens, on prend un groupe de gens, on leur mesure leur capacité physique par exemple à 30 ans, ils ont une bonne capacité physique, on va dire 10 mètres.
on leur remesure à 50 ans ou à 40 ans, ils passent à 8 mètres. Donc, ils vont rentrer dans l'espérance de vie des gens de 8 mètres. Eh bien, s'ils remontent ensuite à 10 mètres, ils vont repartir, s'ils continuent toute leur vie à avoir cette activité physique, à rentrer dans le niveau de capacité physique qui leur permettait de vivre plus longtemps. Voilà, ça a été montré. Alors, pas sur d'aussi grandes populations, mais c'est quelque chose qui a été montré. Et bien évidemment, là-dedans, on élimine le tabac. Les effets du tabac, c'est la seule chose de différente, c'est le niveau de capacité physique. Merci. Alors maintenant, si on regarde avec les patients, des gens qui ont des maladies, vous voyez, on a mis des barres marrons, c'est les gens qui ont plus de 8 mètres, les barres vertes, les gens qui ont 5 à 8 mètres, et les barres bleues, des gens qui ont moins de 5 mètres. On part toujours sur les bases de 5 mètres, parce que 5 mètres, ça nous fait une capacité physique de 17 millilitres minute kilo. C'est quand même une capacité physique qui ne nous permet pas de faire énormément de choses dans la vie de tous les jours. Hein, on commence vraiment à perdre son autonomie quand on est aux alentours de 11 à 13 mètres à peu près. On a des gens hypertendus, des gens qui ont une bronchite chronique, des gens diabétiques, des fumeurs, des gens en surpoids, des gens qui ont trop de cholestérol. Et donc, toujours pareil, j'en reviens à la question de Bernard, la seule différence qu'il y a, c'est leur capacité physique. Ils ont les mêmes traitements, leur pression artérielle est équilibrée, tous de la même façon, ils sont tous en dessous de 14,9 par exemple, leur diabète est équilibré de la même façon, etc. Et là, je vois que les gens qui ont 5 mètres, leur risque relatif de décès est plus élevé que les gens qui ont 8 mètres. Donc, quelles que soient les pathologies, et aujourd'hui, dans les études que l'on a, vous voyez, ce papier date de 2002, c'était quand même un New England Journal of Medicine, c'est pas n'importe quoi comme revue, et Jonathan Meyers, c'est sûrement son équipe qui a le plus travaillé sur le sujet. Maintenant, il y a une équipe norvégienne, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est norvégien, je crois que c'est norvégienne, dont je vais vous présenter des résultats qui travaillent beaucoup sur le même sujet, mais ce sont des choses. Eh bien là, aujourd'hui, on a des études sur plus de 40 maladies chroniques et on montre dedans que dans chacune de ces maladies, ceux qui ont la capacité physique la plus basse sont ceux qui vont mourir généralement le plus tôt de leur maladie ou de comorbidité, de complications. Ils sont hospitalisés plus souvent, ils vont avoir des traitements plus lourds, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Donc, si on regarde maintenant chez des gens qui ont ou qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire, vous avez vu, on a pris des hommes qui ont des maladies cardiovasculaires, des hommes sans maladie cardiovasculaire, et on les a toujours classés pareil, avec leur niveau de capacité physique. On est arrivé jusqu'à plus de 13 mètres. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après plus de 13 mètres. Eh bien, on voit que c'est pareil. Ceux qui sont à moins de 6 mètres sont ceux qui ont le risque de mortalité globale. Donc, j'ai pris exprès des gens avec des maladies cardiovasculaires et de mortalité globale. Ben, ceux qui meurent le plus, ce sont ceux qui ont la moins bonne capacité physique. Alors que vous voyez que quand on a 13 mètres, on a un niveau de capacité physique qui est le plus bas. Et puis, à l'inverse, si je prends des hommes qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire, ben, j'ai exactement la même évolution qui va arriver. Alors par contre, dans l'étude, je ne me souviens plus. Si jamais il y avait plus de mortalité cardiovasculaire parce que ces gens-là avaient une capacité physique, c'était pour ça que c'était beaucoup plus élevé. On peut le penser parce que, vous voyez, le risque de mortalité globale est un peu plus élevé que là, donc c'est peut-être le facteur cardiovasculaire. Mais peu importe, ils ont des maladies cardiovasculaires, ils meurent plus tôt peut-être parce que de leur maladie, parce qu'ils ont une capacité physique qui est plus faible. Au total, je vous ai remis ici un petit peu les bénéfices potentiels de l'activité physique et de la capacité physique sur le pronostic. Et vous voyez que ça varie. Il y a déjà un effet sur la pression artérielle qui baisse, une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, dont on sait que c'est un facteur pronostic, une amélioration de la fonction endothéliale, parce que quand même, ceux qui ont la capacité physique la plus élevée font généralement de l'activité physique. On va revenir un petit peu tout à l'heure sur les facteurs de la VO2 max, mais le rôle de l'entraînement est quand même pas négligeable. Et puis, vous voyez, on a avoir moins d'infarctus du myocarde, une meilleure densité mitochondriale,
diminuer le risque de toutes ces pathologies, l'inflammation, toutes ces choses classiques. Vous voyez, on trouve la même chose sur l'ostéoporose, les ostéoarthrites, la démence, les cancers. On va y revenir un tout petit peu tout à l'heure. Donc, on voit vraiment que ce niveau de capacité cardio-respiratoire est un facteur essentiel et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise plus. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette explication? Donc là, je vous ai mis quelque chose un petit peu animé, hein, c'est pour faire des couleurs. C'est une diapositive que j'ai empruntée à un de mes étudiants qui avait bien mis en avant, j'en avais une qui était beaucoup moins, comment dire, euh, active que celle-ci. Et donc, vous voyez, on part toujours de la même histoire. Hein. Quand je mesure la consommation maximale d'oxygène, donc la capacité cardio-respiratoire, j'explore le poumon, j'explore la circulation pulmonaire, c'est-à-dire l'oxygénation, j'explore le cœur, je vais aussi explorer le sang dans la circulation systémique et la capacité vasodilatate, la vasométricité des vaisseaux, le muscle, et je vais jusqu'à la mitochondrie, puisque le dernier accepteur de l'oxygène, c'est le dernier accepteur qui va se fixer sur le dernier électron de la chaîne respiratoire. Donc on a vraiment toutes ces choses-là. Alors quand je vois ça, je comprends mieux pourquoi cette capacité cardio-respiratoire peut me donner autant de renseignements sur mon capital santé. Ça veut dire que mes poumons marchent bien, que mon cœur marche bien, que mes muscles marchent bien, que mes mitochondries marchent bien. Donc c'est un peu moins étonnant quand on voit un petit peu tout le chemin qui a pu se passer. Et c'est pour ça que, en fait, quand on voit quelqu'un qui vous dit « je suis capable de monter 10 étages en 5 minutes », eh bien, a priori, il est en bonne santé. Même s'il a une maladie. Il peut très bien avoir fait un infarctus et être en bonne santé. Il suffit que j'ai un infarctus qui soit pas trop important et je vais être en bonne santé. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'aujourd'hui, je peux faire un infarctus du myocarde, qu'on appelle syndrome coronaire aigu maintenant, mais c'est pour changer de nom, ça revient au même. Eh bien, il peut avoir un syndrome coronaire aigu et participer aux Jeux Olympiques. Alors, bien sûr, il ne va pas le faire si jamais il a 70 ans. Mais si c'est quelqu'un de 30 ans qui fait un syndrome coronaire aigu, qui a une revascularisation totale, avec une fraction d'éjection de repos normale, il participe aux Jeux Olympiques s'il veut. Donc, ça veut dire qu'il a quand même une capacité cardio-respiratoire qui n'est pas négligeable. Alors ça, je repasse là-dessus, c'est moins intéressant. On va regarder donc la consommation maximale d'oxygène. Vous vous rappelez comment ça se teste. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque ce n'est pas le but de notre jour. Je vous rappelle simplement, parce qu'on ne le répète jamais assez, je pense, que la consommation maximale d'oxygène, c'est lorsque la consommation d'oxygène avec l'intensité de l'effort n'augmente plus. C'est exprès que je vous ai marqué ici, vous avez une durée de palier, on va dire 2 minutes, et vous voyez que là, le sujet a fait 250 watts, mais pendant à peine 1 minute. Tout simplement parce qu'il ne peut plus consommer plus d'oxygène. C'est ça, sa consommation maximale d'oxygène. Donc, il faut bien se rappeler que sa capacité physique, à lui, c'est 200 watts, si jamais je veux m'en servir pour le réentraînement, et non pas 250 watts, puisque les 250 watts, il a fait l'effort, il a pu le faire en majeure partie grâce à son métabolisme anaérobie. Donc, on va l'exprimer, cette consommation maximale d'oxygène, en litres par minute. Moi, j'aime beaucoup les litres par minute, parce que c'est la vraie capacité de mon moteur. Hein. Rapporté au poids du corps, oui, ça me permet de comparer aux gens, mais en fait, si vous prenez quelqu'un comme Teddy Riner, qui doit avoir une bonne capacité, une bonne VO2 max en litres par minute, quand vous divisez par son poids, eh bien, vous le pénalisez un petit peu. Donc, j'aime bien garder ça, c'est la véritable capacité de mon moteur. Et puis après, je peux parler aussi en watts, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, comment je dois et je peux améliorer cette capacité cardio-respiratoire? Je prends ce sujet parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait l'augmenter que par l'activité physique. La consommation maximale d'oxygène, elle est fixée génétiquement pour environ, selon les auteurs, 20 à 40%, mais il y a quand même 50 à 60% qui peuvent être augmentés par le niveau d'activité physique qu'on fait. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que votre capacité cardio-respiratoire, on répond plus ou moins à un type d'entraînement. C'est-à-dire que nous, on le voit en réadaptation cardiaque, des fois, on met le même entraînement à tous nos patients qui ont le même problème cardiaque, et il y en a qui augmentent beaucoup, d'autres qui augmentent moins. C'est un petit peu ce qu'on appelle, certains appellent l'entraînabilité des gènes, c'est-à-dire que nos gènes, même si on a des gènes, eh bien, ils ne répondent pas tous de la même manière
au stimulus qu'est l'entraînement. Mais globalement, on doit pouvoir augmenter. Et ce qui est rassurant, c'est que vous voyez qu'on a classé les gens en fonction de l'âge, toujours pareil, c'est encore une grande population, vous voyez 15 500 personnes, de 18 à plus de 70 ans, et on a reclassé dedans, sur le questionnaire, qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité physique. Les points, les ronds gris, ce sont les gens qui ne font pratiquement pas d'activité physique. Les triangles, ce sont ceux qui font une activité physique légère. Par exemple, quand ils font une activité physique mais qui ne les soufflent pas. Moi, je prends toujours l'exemple de tailler ses rosiers. C'est mieux de tailler ses rosiers que de rester assis, mais ça ne va pas beaucoup améliorer ma capacité physique. Et puis, c'est modéré, je suis essoufflé, mais je peux parler, je ne peux pas vraiment chanter. Et vigoureux ou intense, je suis vraiment essoufflé, je ne peux ni parler ni chanter. Et vous voyez, dans tous les cas, qu'on va avoir une capacité physique qui va pouvoir augmenter. Je ne bouge pas, je fais une activité physique légère, je l'augmente. Modéré, je l'augmente encore plus. Et ça à tout âge. Le deuxième message qu'on voit sur cette diapositive, c'est qu'avec l'âge, votre capacité physique baisse. On va y revenir, mais ça c'est important à retenir, et c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on avait regardé l'âge. C'est vrai chez les hommes comme chez les dames. Donc ça veut dire que je peux toujours gagner une marche ou deux marches. Si je fais une activité physique légère, je vais gagner 2 marches. Modéré, j'en gagnerai peut-être 6. Et intense, j'en gagnerai peut-être 10. Mais c'est toujours rentable. Et ça, c'est important à dire à nos patients. Cette diapositive est importante parce que je vous ai dit, et vous dites souvent à vos patients, bouger, c'est bon pour votre santé. Mais qu'est-ce qui est mieux? C'est de bouger? Il y a une question, Younes? Alors, j'ai une question d'Alexandre Foch sur la question. Cette notion d'entraînabilité est-elle utilisable en pratique clinique, par exemple en réhabilitation cardio-respiratoire, pour personnaliser les modes d'entraînement, entre parenthèses, sous réserve qu'elles soient déterminées simplement, selon les patients? Alors, vous ne pourrez pas la déterminer, vous ne la déterminerez que quand vous aurez entraîné votre patient et que vous aurez vu qu'il n'a pas beaucoup progressé. Par contre, s'il n'a pas beaucoup progressé, c'est pour ça que moi j'encourage toujours lorsqu'on propose des entraînements aux patients en réadaptation cardiovasculaire, de faire un bilan assez tôt. Vous faites le bilan avant et vous pouvez faire le bilan au bout d'une semaine, une semaine et demie. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Vous prenez votre patient, vous l'entraînez, je dis n'importe quoi, par exemple, à 120 battements par minute. Et vous voyez qu'au début, à 120 battements par minute, il est à 50 watts. Si au bout d'une semaine, à 120 battements par minute, il est à 55 watts ou 60 watts, c'est qu'il répond. Si au bout d'une semaine, il est plutôt à 45 watts ou 50 watts, toujours, c'est qu'il ne répond pas à votre entraînement. Donc, c'est très empirique pour le moment. On ne pourra pas, à mon avis, tout de suite, pouvoir tester l'entraînabilité des gènes parce qu'il y a quand même beaucoup de gènes qui interviennent dans la capacité cardio-respiratoire. Il y avait eu un article dans Nature à une époque, c'était le gène de l'endurance, ce qui était ridicule. Il n'y a pas un gène de l'endurance. Il y a beaucoup plus de gènes que ça. Donc, pour répondre à votre question, je vous encourage à toujours, et je pense, et ça n'engage que moi, que l'idée de dire qu'un patient ne répond pas à l'activité physique qu'on lui propose, c'est que ce n'est pas la bonne activité physique qu'on lui a proposée. Il faut lui proposer autre chose. Soit du fractionné plus court s'il en fait déjà, plus long, soit plus de renforcement musculaire parce que vous avez oublié qu'en fin de compte, il ne progresse pas parce qu'il n'a pas de muscle ou très peu de muscle et que le vélo ne va pas lui en donner suffisamment. Donc peut-être qu'il va falloir augmenter le renforcement musculaire. Ça, c'est à vous de le voir. Et surtout, aux enseignants d'activité physique adaptée et ou ma sœur kinésithérapeute qui les encadre. Mais franchement, je pense qu'on peut toujours faire progresser nos malades. Alors, il y en a qui progresseront beaucoup plus avec la même quantité d'entraînement, ça c'est sûr. Si je regarde maintenant, cette diapositive, elle paraît un peu compliquée, mais on va prendre le temps de la regarder. Vous voyez, vous avez des barres bleues et des barres rouges. Les barres bleues, ça correspond à la capacité physique des sujets, et les barres rouges à la quantité d'activité physique que fait le sujet. Et on va partir d'une capacité physique faible, arbitrairement chiffrée à 10, et une capacité physique et un niveau d'activité physique faible de 10, ou une capacité physique élevée qui va être à 90, donc nettement augmenté si vous voulez, et puis un niveau d'activité physique qui a nettement augmenté aussi. Et puis toujours pareil, on regarde le risque de relatif de mortalité toute cause.
on part du niveau 1 qui correspond aux gens qui ont une capacité physique faible ou un niveau d'activité physique faible. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si j'augmente la quantité d'activité physique et ma capacité physique. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que au fur et à mesure que mon patient bouge de plus en plus, eh bien, il va améliorer et diminuer son risque de mortalité. Mais voyez, il va passer de 1 à peu près 0,7. C'est-à-dire qu'il a diminué son risque de mortalité de 30%. Ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais maintenant, regardons ce qui se passe si je raisonne en mètres ou en nombre de marches, si vous voulez. Là, qu'est-ce que je vois? Il a une capacité physique faible, il s'entraîne bien et il gagne beaucoup, déjà. Et là, il gagne encore plus sa capacité physique et surtout sa mortalité. Vous voyez, il passe d'un niveau 10 à 30 et il est déjà à 40% de moins de mortalité. Et après, ça baisse moins vite. Ça, on comprend bien, parce que ça voudrait dire qu'on va devenir immortel si jamais ça baissait à la même allure. Donc on voit quand même, c'est important, ce message, il y a deux messages. Le premier message, c'est que gagner un peu de capacité physique, ça me permet d'améliorer mon risque très vite et de façon importante, et qu'après, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Donc on n'a pas besoin de tous vouloir devenir des champions, mais il faut quand même passer d'une capacité physique faible à au moins une capacité physique moyenne. Et puis surtout, c'est que si je bouge de manière à augmenter ma capacité physique, j'ai un effet bien plus bénéfique pour ma santé. Et c'est ce que j'ai traduit ici, bouger c'est bien, mais bien bouger c'est mieux. Et là, ça s'adresse plutôt aux encadrants activité physique adaptée ou masseurs kinésithérapeutes qui doivent trouver le programme d'entraînement qui va permettre à mon patient de progresser le plus. Attention, il faut que ce programme d'entraînement, on a affaire à des malades, alors là je vous parle pour des malades, on va faire affaire à des malades, il ne faut pas que ce soit la théorie du no pain, no gain, pas de douleur, pas de gain physique qu'utilisent les sportifs, mais je peux faire mieux. Et ça, je peux par exemple, c'est pour ça que l'entraînement par fractionné est plus rentable au niveau de la capacité physique que l'entraînement en continu, outre que le fait que ce soit un petit peu plus ludique. Donc là, je me tourne vers ceux qui font de la réadaptation. Pensez quand même que votre patient, il ne faut pas qu'il bougeotte. Il faut vraiment qu'il fasse un programme d'entraînement pour lui. Mais il ne faut pas qu'il ait des courbatures. Parce que s'il a des courbatures, il ne va pas pouvoir refaire la séance et il ne la refera pas. Donc c'est là où est toute la finesse du réentraînement. Mais le message que doivent avoir nos encadrants du sport santé, c'est bouger c'est bien, mais bien bouger c'est mieux. C'est-à-dire que je dois faire au patient le maximum de ce qu'il peut tolérer sans avoir de douleur et qu'il y prenne toujours du plaisir. Parce que le plaisir, c'est le moteur de l'effort. Quand on veut faire de l'effort toute sa vie, il faut qu'on y prenne du plaisir. Sinon, on ne va pas continuer longtemps. J'ai une Oui, question de docteur Yassine Amou qui demande est-ce que l'épigénétique peut-elle expliquer la non-réponse à l'entraînement? oui, l'épigénétique, c'est la réponse des gènes à l'environnement. Donc, il est tout à fait possible que si l'environnement on le change avec un entraînement, eh bien que les gènes que j'ai ne répondent pas bien à ce type d'entraînement, donc à cette modification de l'environnement de l'activité physique. Vous avez raison, c'est un exemple d'épigénétique. Ok. Et Ce serait exactement la même chose avec l'alimentation, c'est pareil. j'ai une question. Est-ce que vous recommandez de s'entraîner dans une zone en particulier au seuil où il faut alterner pour essayer d'améliorer, d'optimiser en tout cas l'effet de l'entraînement? Normalement, quand on fait de l'activité physique adaptée, donc là je parle en général, pas que pour les cardiaques, on est plutôt dans le premier seuil, aux alentours du premier seuil, c'est-à-dire je peux parler mais je ne peux pas chanter. Par contre, si on veut vraiment stimuler l'exercice, alors on ne va pas commencer par ça peut-être, il faut faire du fractionné, c'est-à-dire passer au-delà du premier seuil pendant des délais très courts, et puis après revenir. Alors là, après, il y a des tas de méthodes. On revient Ok. complètement au repos, pas longtemps, et on repart un petit peu au-dessus du premier seuil, peu importe. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que le fractionné ne veut pas dire difficulté. Intensité n'est pas synonyme de difficulté quand on s'entraîne. Je prends l'exemple très simple. Si je vous demande de courir un 60 mètres à toute vitesse,
Vous allez pouvoir le faire. À la fin, vous serez peut-être un petit peu essoufflé, pas tout de suite, mais quelques secondes après, le temps que la ventilation ait commencé à être bien stimulée. Et vous avez quand même fait un effort qui est à 150% de votre VO2 max quand vous faites un sprint sur 50 mètres. Vous êtes bien au-dessus de VO2 max. Parce que VO2 max, c'est des efforts qu'on fait pour tenir 5 minutes. Et pourtant, vous n'êtes pas fatigué. Maintenant, je vous fais courir un marathon. Allez, un semi-marathon même. Là, vous allez le courir à quelle allure? À peu près à 60%, 50% de votre VO2 max, c'est-à-dire au niveau du premier seuil. Et encore, il faut déjà être pas mal entraîné pour tenir le premier seuil. Et vous arrivez épuisé, alors que vous avez fait un exercice qui n'est pas intense du tout, mais qui a duré longtemps. Donc, détrompez-vous. Quand vous faites faire du fractionné à votre patient cardiaque, il est moins fatigué que quand vous lui faites faire 45 minutes au premier seuil. Et c'est beaucoup plus rentable pour sa capacité cardio-respiratoire. Après, il n'est pas question de faire du fractionné à chaque séance, parce que on risque quand même d'avoir au niveau blessure musculaire des problèmes. Mais ce n'est pas le niveau cardiaque qui nous pose problème dans le fractionné. Attention, pour ceux qui ont des patients cardiaques, hein, pour être bien précis, qu'on ne croit pas que j'ai dit n'importe quoi, le nombre de répétitions, c'est 8 à 10. Parce qu'au-delà de 10 répétitions, là, le cœur répond très vite et la fréquence cardiaque va monter beaucoup. Alors qu'au début, quand vous faites du fractionné, jusqu'à 6, 8, 10 répétitions, le cœur n'augmente pas beaucoup. Il a une inertie. Sauf si vous faites des durées de fractionné très longues, c'est-à-dire plus d'une minute. Mais si vous faites faire du fractionné sur 20 secondes ou 30 secondes, votre cœur ne monte pratiquement pas pendant 6 à 10 répétitions. Et après, il va monter. Mais c'est un petit peu, on sort un tout petit peu du propos. C'est vraiment du réentraînement pour les cardiaques. Donc, mais je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc, maintenant, on a vu la capacité physique. Or, aujourd'hui, c'est la catastrophe parce que la capacité physique dans la population générale baisse progressivement. Vous voyez, c'est une étude qui a été faite entre 1980 et 2015, mais pas 215. Et donc, on a regardé à peu près l'évolution de la capacité physique chez les adultes chaque année et chez les enfants. Attention, ce n'est pas les mêmes. Hein. On a pris les gens de 30 ans, sauf qu'il y en a qui avaient 30 ans en 1980, en 90, en 2000 en 2010. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas de la même façon. Aujourd'hui, on sait que les gens bougent moins et sont plus sédentaires qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est pour ça que je me plais toujours à répéter qu'un centenaire, aujourd'hui, il avait 20 ans il y a 80 ans. Donc, je peux vous dire qu'il bougeait il y a 80 ans. Donc, on ne peut pas conclure que tous les gens aujourd'hui vont être centenaires. Ça, j'y crois pas du tout, personnellement. Et les enfants, c'est pareil. On a pris des collégiens qui sont généralement de 10 à 11 ans en 1980, en 90, en 2000, en 2010, et on a tracé. Et vous voyez que dans les deux cas, la capacité physique des deux baisse. Alors, on parle toujours des enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, on le voit, nos enfants, et là, ça rejoint un tout petit peu la première question qu'a posée Bernard, les enfants développent des maladies d'adultes. Ils ont des diabètes de type 2, ils ont du surpoids, ils ont de l'obésité. Actuellement, on se bat chez les enfants sur les problèmes de dépression. Tout ça, c'était des maladies d'adultes. Mais comme par hasard, on sait très bien que les enfants qui ont le plus de maladies sont ceux qui ont la capacité physique la plus faible. Des maladies qu'on ne voit pas forcément parce que comment s'appelle, le diabète de type 2, tous les enfants n'en ont pas, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en surpoids, voire obèses. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Jusqu'en 60-70, entre 1960 et 70, on améliorait dans la population générale notre capacité physique, peut-être parce qu'on mangeait mieux et qu'on continue à bouger, je n'en sais rien. Ensuite, entre 67 et 2016, ça a baissé, et c'est en gros 2% par décennie. Le pire, ça a été entre 2000 et 2010, et après, ça a stagné. Mais bien sûr que ça va stagner, parce que si ça continue à baisser, eh ben, on va arriver à des capacités physiques de 3 millilitres ou 5 millilitres minute kilo. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre avec cette capacité physique-là. Donc, effectivement, ça va, on va arriver à un plateau. C'est les hommes qui sont plus touchés que les femmes, les adultes jeunes plus que l'âge moyen, ça correspond bien à ce que je vous dis. Nos jeunes d'aujourd'hui ne bougent pratiquement pas comparé à ce que nous, on bougeait. Enfin, moi, je suis vieux, donc, mais à ce que les gens de 45 ans bougeaient avant. Et on le retrouve dans cette capacité physique. Et enfin, il y a une très forte corrélation
entre la baisse de la capacité cardio-respiratoire et l'augmentation de l'obésité. Alors, on va revenir un petit peu sur notre capacité physique, comment elle avance en âge. Je pense que c'est des choses que vous savez, mais on va prendre cette courbe rouge qui vous montre la valeur de votre capacité cardio-respiratoire en fonction de votre âge. Donc, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ma capacité physique monte progressivement jusqu'à 18-20 ans en moyenne. Hein. Après, elle va stagner entre 20 et 30-35 ans. Et après, elle va baisser inexorablement. Aujourd'hui, notre problème, je vous ai dit, c'est que nos gamins ont des capacités physiques, nos gamins de 11 ans, qui sont à peu près la même que celles d'adultes de 55 à 60 ans actuels. Pourquoi? Alors, ça surprend toujours quand je dis ça. Aujourd'hui, le collégien de 11 ans, on a fait une étude en 2022 sur 9300 collégiens dans 3 régions de France. Le collégien de 11 ans a une vitesse maximale aérobie moyenne de 9,7 km/h. En 1987, avec le même test, pour mesurer leur vitesse maximale aérobie, les collégiens de 11 ans, en France, allaient à 11 km/h. Ils sont passés de 11 à 9,7. Or, aujourd'hui, un homme de 55-60 ans actif est capable de courir sur 1 km à 10 à l'heure, ce que n'est pas capable de faire un collégien de 11 ans actuel. Donc, on se retrouve avec une capacité physique qui baisse au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à 18 ans, ils auront une capacité physique beaucoup plus faible que les gens de 18 ans il y a 20 ans. Et on va se retrouver avec une valeur beaucoup plus basse, comme vous le voyez. Et si rien ne change, s'ils ne font rien pour changer leur capacité physique, eh bien, leur espérance de vie va diminuer. Puisqu'ici, j'ai un sujet qui a fait beaucoup de sport dans l'enfance, donc qui n'est pas simplement actif et qui continue à en faire, vous voyez son niveau de capacité physique à 18 ans, il va baisser. Et comme il continue toujours à faire de l'activité physique, il va toujours vivre plus longtemps. La seule chose de positive dans cette diapositive, et que vous devez garder en tête, parce qu'autrement, comme je dis toujours, on va tous aller prendre des antidépresseurs, eh bien, c'est que d'ici, je décide à me mettre à bouger, je peux monter là. Je peux, à tout âge, re-augmenter ma capacité physique. Par contre, je ne rattraperai jamais le temps perdu, je ne monterai pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête, parce que ça vous montre vraiment que quand vous mesurez la capacité physique de quelqu'un, il faut lui expliquer. Il y a des normes. Si jamais, au lieu d'avoir 100% de la capacité théorique et qu'il ne se plaint d'aucune maladie, il a 80%, eh bien, il faut lui dire. Vous avez la capacité physique de quelqu'un de 50 ans alors que vous en avez 25. Ce n'est pas méchant. C'est votre rôle, médecin. Vous êtes là pour prévenir l'avenir de votre patient. Alors, quelle est la capacité cardio-respiratoire idéale que j'ai mis entre guillemets, qu'il faut maintenir au cours du temps? Donc là, c'est Kodama qui en a parlé en 2012. Après, ça a été confirmé par d'autres études. Ce n'est pas une étude qu'il a faite, il a fait une méta-analyse. Il a réuni 33 études, ce qui fait qu'il y avait 100 000 personnes où il a pu regarder la mortalité et 84 000 pour les événements cardiovasculaires. Puisqu'il y a des études qui regardent la mortalité toute cause et d'autres, mortalité toute cause et mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chez les hommes, à 40 ans, l'idéal, c'est d'être aux alentours de 9 mètres. Ça ne veut pas dire que je vais gagner les Jeux Olympiques. Ça veut simplement dire que si j'ai 9 mètres à 40 ans, j'ai des chances de garder, si je continue à avoir le même niveau d'activité physique, une capacité physique qui va me permettre de vivre assez longtemps. 50 ans, c'est 8 mètres. 60 ans, c'est 7 mètres. Alors, j'ai mis idéal entre guillemets parce que ce n'est pas aussi vrai. Hein. Il y a sûrement d'autres facteurs qui interviennent. Et les femmes, puisqu'on a vu tout à l'heure que pour le même niveau de mètres, elles vivaient plus longtemps, eh bien, c'est 7 mètres, 6 mètres et 5 mètres. Donc, on a comme ça des repères et vous pouvez vous baser là-dessus si vous ne voulez pas aller voir les ABAC de capacité cardio-respiratoire théorique. Mais aujourd'hui, on a très souvent des gens, vous remarquerez, qui sont en dessous de 100% de la théorique. Pas des gens de 70 ans. Il faut que vous regardiez chez les gens de 30 ans. Parce que les gens de 70 ans, je vous rappelle qu'ils ont bougé pendant longtemps avant d'arriver à 70 ans. Même si ce n'étaient pas des champions, ils bougeaient. Nous avons des gens qui ne bougent pas.
Pour que vous vous en rendiez compte, il y a des études qui ont été faites pendant le Covid aux États-Unis où la quantité d'activité physique hebdomadaire des adultes, c'était 10 minutes d'activité physique par semaine. Pas par jour, par semaine. C'est ce que nous disaient les Américains. C'est eux-mêmes qui le disaient. Donc vous vous rendez bien compte, ces gens-là, ils n'ont pas 100% de la capacité physique théorique que nous avons, nous, mesuré il y a quelques années chez des gens qui bougeaient beaucoup plus. Alors on va passer un petit peu aux maladies cardiovasculaires, parce que bien sûr, la capacité cardio-respiratoire a été beaucoup utilisée là-dessus. Et là, donc, vous voyez, c'est quel bénéfice cardiovasculaire on avait pour 1 mètre gagné. Eh bien, vous voyez très bien, le score de risque de décès va varier beaucoup. Hein. Alors, le risque, vous voyez, c'était décès précoce, c'est 5. Hein. Bien sûr, plus j'avance en âge, plus mon risque augmente. Plus je vieillis, plus j'ai de risque de mourir, hein, bien évidemment. On le sait bien. Mais vous voyez qu'à chaque fois, alors là, c'est la valeur moyenne du groupe. Là, c'est 1 mètre en moins, 1 à 2 mètres en moins. Là, c'est plus de 2 mètres en moins. Là, c'est la valeur moyenne. 1 à 2 mètres en plus de 2 mètres en plus. Et vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, j'ai moins mon risque de décès, parce qu'on suit les gens, va être de plus en plus bas pour chaque mètre que je gagne. C'est-à-dire que, supposons que je sois ici à 50 ans, je décide de m'entraîner beaucoup et je vais passer ici à 59 ans, eh bien, je vais rattraper ce que j'avais perdu avant. Donc, rien n'est jamais perdu. Mais encore faut-il que la personne vous écoute quand vous lui dites, écoutez, je suis inquiet parce que votre capacité physique est vraiment faible et ça veut dire que vous n'avez pas un bon capital santé. Peut-être que vous n'avez pas de maladie, mais en tout cas, je peux vous dire que votre capital santé n'est pas bon et que dans l'avenir, vous avez un risque plus élevé d'avoir une pathologie chronique, qui peut être un cancer, qui peut être un accident vasculaire cérébral, peu importe. Et puis dans la même étude, ils ont été un tout petit peu plus loin, ils ont regardé qu'est-ce que je gagne sur le plan cardiovasculaire quand je gagne 1 mètre. 1 mètre, 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Eh bien, je diminue mes risques d'événements cardiaques de 11%. C'est tous les événements, depuis la fibrillation atriale jusqu'à l'infarctus, par exemple. Le risque d'insuffisance cardiaque, 20%. Je ne vous l'ai pas montré ici, mais quand on mesure la capacité physique des gens à 50 ans et qu'on les suit jusqu'à leur mort, eh bien, on voit que ceux qui avaient la capacité physique la plus faible à 50 ans sont ceux qui ont le plus d'insuffisance cardiaque, alors que ceux qui ont la capacité physique la plus élevée sont ceux qui en ont le moins. Donc là, vous voyez, 1 mètre gagné, je diminue mon risque d'avoir une insuffisance cardiaque de 19%. Mortalité toute cause, 15%. Les accidents cardiovasculaires graves, 16%. Et la mort subite, 14%. C'est-à-dire que si je m'entraîne et que je gagne 1 mètre, je diminue mon risque de faire une mort subite de 14%. En moyenne, bien évidemment. Tout ça, ce sont des études épidémiologiques sur des grandes populations. Hein, peut-être que je vais quand même faire une mort subite. Je ne peux jamais être certain. Mais nous, on raisonne, c'est de l'épidémiologie sur des grandes populations. Alors, pour expliquer un petit peu ça, vous vous rappelez peut-être que le grand problème de toutes nos maladies chroniques, c'est que moins on bouge, moins on mange, plus on mange mal et plus on reste assis et plus on augmente notre niveau d'inflammation. Et en fait, les maladies chroniques se développent sur le niveau d'inflammation. Et donc là, ce qui a été regardé dans cette étude, pas sur grand monde, 172 personnes, on a regardé le niveau de capacité cardio-respiratoire et le niveau de marqueur d'inflammation. Alors, il y a l'interleukine 6, qui est une molécule très pro-inflammatoire. Il y a la CRP que vous connaissez. Il y a le fibrinogène. Et puis, il y a le nombre de globules blancs aussi qui peut jouer. Et vous voyez quoi? Que plus ma capacité physique est élevée, et moins mon niveau d'inflammation est augmenté. Or, je sais que quand je baisse mon niveau d'inflammation, je baisse le risque de développer une maladie chronique. Donc, ça se tient. On a la preuve, on voit que quand on a une capacité physique élevée, on a moins de risque de développer une maladie chronique, et on voit que quand on a une capacité physique élevée, eh bien, on a un niveau d'inflammation plus bas qui est en faveur de diminution aussi du risque de maladie chronique. Donc, globalement, on a des explications qui peuvent nous expliquer pourquoi on a ces phénomènes. Alors là, j'ai regardé aussi l'association entre CRP, capacité cardio-respiratoire, et le risque de mort subite. Si j'ai une CRP élevée, c'est que j'ai une inflammation. Et là, vous voyez, on a classé les gens
en 4 courbes. Vous avez des gens, alors on va commencer par la rouge, ici, et la marron, c'est un niveau de CRP normal et une capacité physique élevée, rouge, ou un niveau de CRP élevé et un niveau de capacité physique élevé, la marron. En bleu, ce sont les gens qui ont taux de CRP normal, mais capacité physique faible, et en vert, capacité physique élevée, pardon, CRP élevé, capacité physique faible. Donc, globalement, ce qui est le pire, c'est d'avoir un niveau de CRP élevé et une capacité physique faible. Par contre, quand j'ai un niveau de capacité élevée, de CRP élevé, mais que j'ai une bonne capacité physique, je compense. Ma capacité physique me protège quand même des effets d'avoir un taux élevé de CRP. Alors, pas toujours, à la fin, on a l'impression que ça remonte, mais vous savez, dans ce genre de courbe, ce n'est pas toujours facile à interpréter. Mais on voit donc bien qu'en fait, quand on prend le risque de mort subite, tout à l'heure, on a vu qu'on avait une diminution du risque d'environ 16% ou 14%, je ne me souviens plus. Eh bien, si j'ai un taux d'inflammation élevé et que j'ai une bonne capacité physique, je vais compenser le risque de mort subite lié à l'inflammation élevée par ma capacité physique. Alors, je sais que on a vu tout à l'heure qu'on avait plutôt une baisse de l'inflammation, mais il doit y avoir des patients qui ne répondent pas de la même façon. Autre chose, les enfants. Alors, les enfants, on s'est rendu compte que, et ça c'est important, qu'il fallait, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le mieux c'était de le faire le plus tôt possible. Donc, ici, vous avez une étude australienne sur 1800 enfants de 7 à 15 ans. On leur mesure leur capacité cardio-respiratoire en leur faisant courir 1,6 km/h et en fonction de la vitesse, on l'estime. Et on les classe aussi selon le tour de taille. Tour de taille qui va être plus ou moins, la voyez, inférieur au 85e percentile, ici, et puis supérieur à 85% du percentile, c'est-à-dire en surpoids ou obèse. Et on les suit pendant 20 ans. Et on regarde combien ils vont développer, quand ils seront adultes, de syndrome métabolique. Là, ce sont les enfants qui ne sont pas en surpoids ni obèses, mais qui ont une faible capacité physique. Là, cette capacité physique, comparée, donc ça, ils l'avaient au début, ils l'ont toujours. Là, vous voyez, ça va un petit peu dans le sens de la question que tu me posais, Bernard, tout à l'heure. Ce sont des enfants qui avaient une bonne peut-être capacité physique, mais elle a baissé. Entre 7 à 15 ans et 20 ans après, elle a baissé. Et puis là, c'en est qu'ils l'ont augmenté comparé quand ils étaient enfants. Et puis là, c'était des gens qui avaient une bonne capacité physique et qui l'ont augmenté, qui l'ont maintenu tout le temps. Et vous voyez que dans ces cas-là, le fait d'améliorer la capacité physique, vous diminuez votre risque d'avoir un syndrome métabolique, même si ce risque n'est pas très élevé, puisqu'il est là de 10%. Alors que regardez maintenant, si je prends les enfants en surpoids ou obèses, eh bien ceux qui avaient une mauvaise capacité physique et qui l'ont toujours, 25% de risque d'avoir un syndrome métabolique, 57%, pardon, non, c'est le nombre de sujets, 25%. Là, ceux qui avaient une capacité physique satisfaisante et qui l'ont baissé, eh bien, ils augmentent le risque de syndrome métabolique. Ceux qui avaient une capacité physique qui était bonne, qui n'était pas très bonne, mais qui l'ont augmentée, ben, c'est un peu moins mal. Et puis, par contre, ceux qui avaient une capacité physique élevée et qui sont quand même en surpoids obèse et qui l'ont gardé, cette bonne capacité physique, eh bien, leur risque de syndrome métabolique est plus élevé que ceux qui ne sont pas obèses, mais très faible. Donc ça veut dire, vous savez, c'est le syndrome de l'obésité, le paradoxe qu'on peut avoir dans le syndrome de l'obésité. Effectivement, les gens en surpoids ou obèses qui ont des très bonnes capacités physiques, eh bien, leur risque de mortalité est moindre que les gens obèses ou en surpoids qui ont une faible capacité physique. Hein, ce n'est pas exactement comme s'ils n'étaient pas en surpoids, mais ils s'en rapprochent beaucoup. Donc là, c'est intéressant dans cette étude, même si ce n'était pas sur un grand nombre. Après, il y a une autre étude très récente qui est parue en 2025, là, qui vient de sortir dans le journal européen de prévention cardiovasculaire. Et donc là, dans cette étude, ils avaient fait chez 9000 enfants, 8500 de 7 à 15 ans, mesurer la capacité cardio-respiratoire, la force musculaire et puis aussi la santé cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'ils avaient regardé combien il y avait de tabagisme, combien le niveau de pression, le niveau de cholestérol, le niveau de glycémie et l'IMC. Et puis, on avait regardé ici les gens qui faisaient de l'activité physique, ici, enfin leur capacité cardio-respiratoire et puis aussi la force musculaire. Là, ça veut dire qu'ils avaient fait un saut en longueur sans élan. Je ne vais pas en parler ici. On les suit pendant 27 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ceux qui avaient
une capacité cardio-respiratoire ou une force de préhension pendant l'enfance qui était, pardon, que quand on ajoutait, excusez-moi, quand on ajoute la valeur de capacité cardio-respiratoire ou de force musculaire mesurée pendant l'enfance au facteur de risque cardiovasculaire traditionnel, eh bien, on prédit mieux les gens qui vont avoir un syndrome métabolique, une obésité et des troubles du cholestérol. Ça veut donc dire que tout se joue quand même pendant l'enfance et qu'il faut toujours faire attention à l'enfant qui présente une capacité cardio-respiratoire faible parce que ça va favoriser le risque. S'il ne change rien, s'il décide de changer de mode de vie, il va bien sûr atténuer, mais le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire plus tard, un risque plus élevé. D'où l'importance, vous avez entendu peut-être qu'on veut faire, et moi je suis pour faire comment dire, des tests de capacité physique aux enfants, eh bien, ça serait quelque chose qui serait utile. Alors je sais que les professeurs d'éducation physique et sportive me disent qu'ils ne sont pas là pour faire de la santé, mais quand même un peu. De mon côté, je trouve que c'est un peu. Alors pour les François, cancers, là aussi, c'est excuse-moi. quelque chose de très intéressant parce Oui. que on a montré que les spécialistes du cancer ont regardé deux choses. Pour avoir augmenté un risque, quel est l'effet d'avoir un cancer et une mortalité par cancer? Il y a l'âge, le tabac, le surpoids, le cholestérol, la pression artérielle. Donc on sait que surpoids, tabac, âge, c'est un rôle certain. Cholestérol, pression artérielle, on ne sait pas. Et maintenant, on regarde le rôle de la capacité cardio-respiratoire. On sait que ça a un rôle sur le cholestérol, on vient de le voir, et sur la pression artérielle. Mais on sait aussi que le BMI, le tabac, l'âge, jouent sur la CRF. Et donc, la question qui va se poser maintenant, c'est de regarder CRF et risque de cancer et de mortalité. Donc là, c'est une étude, alors regardez, c'est des études impressionnantes, plus de 1 million de Suédois à qui on a mesuré la capacité cardio-respiratoire entre 16 et 25 ans. C'était lors de la conscription, c'est-à-dire quand ils ont fait leur service militaire. Et on les a suivis pendant 33 ans. Et on a regardé 18 cancers. Est-ce que le fait d'avoir une capacité cardio-respiratoire élevée quand j'ai 16 à 25 ans diminue mon risque d'avoir un cancer? Eh bien, pour 9 cancers, oui. Vous voyez, ce sont ces personnes ici, excusez-moi, la capacité cardio-respiratoire moyenne, la capacité cardio-respiratoire élevée. Eh bien, par exemple, le cancer du poumon ou le cancer des bronches, on va avoir. Alors là, pareil, hein, bien évidemment, on élimine le rôle du tabac parce que si jamais il y en a qui fument et d'autres qui ne fument pas, ça change tout. Hein. On prend que des gens qui n'ont pas fumé, par exemple. L'ésophage, pour le cancer aussi de la vessie, le côlon, un peu moins pour la capacité cardio-respiratoire modérée, il faut avoir une capacité cardio-respiratoire élevée, le rein aussi. Donc il y a quelques cancers, mais pas tous. Et puis par contre, vous en avez un qui est aggravé, eh bien c'est le mélanome. Tout simplement parce que quand on fait beaucoup d'activité physique, on a une bonne capacité cardio-respiratoire, mais si on la fait en extérieur, on est plus exposé au soleil. Et moi, je dis tant mieux, puisqu'on sait très bien le rôle du soleil sur ce cancer. Et quand on fait beaucoup d'activité physique extérieure, on est plus exposé au soleil, eh bien, ça ne compense plus le niveau. La capacité cardio-respiratoire ne compense pas l'effet de l'exposition au soleil. Mais ça veut dire aussi que plus j'évalue la capacité cardio-respiratoire tôt, plus ce sera intéressant pour expliquer à mon patient qu'il faut qu'il change son mode de vie ou au contraire qu'il continue ce qu'il fait. Alors maintenant, on a le risque de cancer, le pronostic. Donc là, ce sont des gens qu'on a interrogés sur la quantité d'activité physique en loisir ou bien professionnelle. Et ils avaient le risque de cancer. Donc on voit que quand je ne bouge pas, j'ai un risque de 1. Plus je bouge modérément, je bouge de façon importante, je diminue mon risque de cancer. Alors là, ça diminue un petit peu moins, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins de sujets qui bougeaient beaucoup. Donc là aussi, c'est toujours un biais. Donc oui, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, faire de l'activité physique diminue le risque de cancer. Par contre, ce n'est pas vrai pour le travail professionnel. Et ça, plusieurs études l'ont montré. Les gens qui ont un métier très physique, l'activité physique qu'ils font au travail n'est pas bonne pour leur santé. Regardez, le risque de cancer, hein, là c'est une activité physique très intense,
42% de plus de risque et 14% quand je fais une activité physique au travail qui n'est pas forcément trop forte. Et on a exactement la même chose pour les infarctus. Alors ça s'explique peut-être par le fait que là, ce n'est pas une activité physique où il y a du plaisir, c'est une activité physique très stressante avec libération de cortisol et beaucoup de catécholamine. Maintenant, si on regarde la mortalité, alors on va plus s'occuper du travail parce qu'on a des métiers professionnels difficiles, parce qu'on a toujours la même chose, on va simplement s'occuper de la mortalité. J'ai un cancer, quelle est ma mortalité? Elle est moindre si je fais de l'activité physique modérée ou de l'activité physique intense, comparée à pas d'activité physique. Et puis la létalité, c'est-à-dire, ça c'est la mortalité, c'est le nombre de sujets décédés parmi ceux qui avaient le cancer. Et là, vous voyez que j'ai aussi moins de sujets. Donc, le fait de bouger va diminuer mon risque d'avoir un cancer et la gravité et le risque de décéder de ce cancer. Et en dessous, vous avez la capacité physique, et c'est exactement la même chose que vous voyez. Quand j'ai une capacité physique plus élevée, eh bien, j'ai un risque de développer un cancer moins important. Si j'ai un cancer, au total, dans toute ma vie, mon risque de mortalité par cancer est beaucoup plus faible. Et si j'ai un cancer, la mortalité de ce cancer va aussi être diminuée. Et là, on voit bien que plus la capacité physique est élevée, mieux c'est pour notre santé. Donc, avec une capacité physique élevée, j'ai moins de risque de développer un cancer. Si j'en ai un et que je garde une capacité physique élevée, j'ai moins de risque de mourir de ça. Donc, celui-là, on va passer parce que c'est toujours sur le cancer. Et je vais avoir une autre étude sur 3600 personnes. Vous voyez, on a classé les gens en nombre de mètres, plus de 10 mètres, 5 à 10 mètres, moins de 5 mètres. On les suit pendant 30 ans. Eux, ils sont en surpoids ou obèses. Et vous voyez que ceux qui sont en surpoids obèses, qui ont plus de 10 mètres, ont moins de mortalité. Pardon, là, c'est le surpoids. Ceux qui sont en surpoids, qui ont plus de 10 mètres, ont moins de cancer et de mortalité par cancer que ceux qui sont obèses, qui font plus de 10 mètres. Pourquoi on a pris ça? Parce qu'on sait que le surpoids et l'obésité est un facteur de risque de développer un cancer. Donc, ils vont peut-être développer des cancers, mais ceux qui le développent, qui ont plus de 10 mètres, eh bien, ils ont moins de risques de mourir que ceux qui ont moins de 5 mètres. Donc, on a beaucoup de facteurs qui nous montrent la même chose. Ça, c'est la même chose. C'est une méta-analyse sur 70 000 sujets de 6 études. Vous voyez que si je compare faible capacité physique à haute, j'ai un risque-bénéfice très important qui va intervenir. C'est moins vrai quand j'ai une capacité physique faible et une capacité physique moyenne. J'ai un effet, mais il est beaucoup moins important. C'est quand même la capacité physique la plus élevée. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais avant. Bouger, c'est bien. Bien bouger, c'est mieux. Enfin, parlons des capacités physiques et des coûts dépenses santé, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et là, c'est une ancienne étude qui date de 2004. Pourquoi je l'ai prise? Parce que c'était la première qu'il avait faite. Et là, ce ne sont que des patients cardiaques. Donc déjà, vous voyez, en 2004, il s'était amusé dans cette étude, West, à regarder en fonction de la capacité physique, vous voyez, toujours inférieure à 5 mètres, 5 à 7, 7 à 9, 9 à 10, plus de 11 mètres. Et on regardait le nombre de sujets. Et on voit qu'au fur et à mesure que votre capacité physique augmente, eh bien, vous coûtez de moins en moins cher à la société, puisque votre coût de santé diminue. Et vous voyez, c'est moins vrai quand je monte beaucoup plus haut. Donc, c'est toujours pareil. C'est mieux d'avoir la capacité physique la plus élevée, mais le bénéfice n'est pas aussi important que quand je passe d'une capacité physique faible à toujours, vous voyez, 7 à 9 mètres. On tourne toujours autour des 8 mètres dont on a parlé tout à l'heure. Et ça a été enfin confirmé très récemment dans une étude, enfin très récemment en 2018, c'est assez récent, sur un peu plus de sujets, 10 000 sujets. Et là, on a exprimé, on va y revenir tout à l'heure à ce que c'est, la capacité cardio-respiratoire en pourcentage de celle qu'on aurait dû avoir. Vous voyez ici, moins 60% de la capacité physique théorique, 60 à 80%, 80 à 100% et plus de 100%. Et on regarde le coût par patient par an. Donc, c'était des vétérans, donc des militaires qui sont très suivis aux États-Unis. Et vous voyez que je vais passer, par exemple, d'un coût de 41 000 dollars à 26 000 dollars. La seule différence quand je entre les deux, c'est que ma capacité physique est supérieure à 100% de la théorique et que là, c'est inférieur à 60% de la théorique.
Et on retrouve exactement la même façon ici avec la capacité par rapport à la prédite, 50%, 100%, 150%, 200%, eh bien je vois que mon coût va baisser de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour essayer d'en parler avec les décideurs pour la prise en charge des patients. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez qu'il y a des bilans prévention qui vont être mis en place normalement et ce serait peut-être intéressant, lors de ces bilans prévention, de mesurer la capacité physique des gens qui vont en bénéficier pour leur dire attention, attention parce que votre capacité physique nous inquiète et ça veut dire que sans que vous vous en rendiez compte, vous avez une mauvaise santé générale et que vous risquez de développer une pathologie plus importante. Donc ce serait important que vous changiez votre mode de vie, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en 2016, les Américains, et c'était un superbe papier dans Circulation, l'American Heart Association avait dit que, idéalement, tous les adultes de 40 ans devraient bénéficier d'une évaluation de la capacité cardio-respiratoire pour qu'on puisse les prendre en charge sur le plan éducation thérapeutique. Pourquoi? Parce que, je vous en ai parlé tout à l'heure, on ne pourra pas prendre en charge tous les malades qui vont arriver. C'est impossible. La seule solution pour qu'on s'en sorte, c'est qu'il y ait moins de malades. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas de médecins dont on manque. On a trop de malades. Donc pour ça, il va falloir voir les gens qui sont à risque de développer une maladie et essayer de leur expliquer que pour leur santé, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour changer leur mode de vie. Et le meilleur marqueur, ce sera la capacité cardio-respiratoire. Ce n'est pas le taux de cholestérol, ce n'est pas le taux de pression artérielle. Parce que je peux avoir une bonne pression artérielle et avoir une espérance de vie faible parce que j'ai une capacité cardio-respiratoire qui est faible. Et ça, les Américains veulent le mettre en route. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils y soient arrivés, mais c'est ce qu'ils voulaient faire il y a 10 ans. Alors maintenant, on a passé la capacité cardio-respiratoire. Comment l'évaluer? Donc ça, on l'a déjà vu, je repasse. François, je ne sais pas Oui. si vous m'écoutez. En fait, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque de Monsieur Charles. Il disait certaines mutuelles semblent rembourser les activités physiques, possiblement car les bénéfices en termes de soins de santé est favorable à la subvention, de la prévention plutôt qu'aux frais de traitement. Qu'est-ce que vous... Alors C'est un événement. moi, ce que je sais, ce que je savais, c'était que il y a plusieurs mutuelles qui remboursent l'activité physique adaptée, c'est-à-dire les patients qui ont des maladies chroniques, qui sont déjà malades et qui font de l'activité physique adaptée. Alors, rembourse, c'est pas tout à fait ça. Il y a un chèque qui est donné en début d'année, qui va varier entre 100 et 400 euros à peu près de mémoire, et qui vous permet de financer cette prise en charge. Par contre, si j'ai bien compris, Younes, il Hein, y aurait des mutuelles qui qui diminueraient remboursent, qui ceux qui font remboursent de les l'activité activités physique, c'est sportives. ça? Oui. Certaines Alors mutuelles ça, semblent oui. rembourser les activités sportives. Je ne sais pas si c'est une partie des frais ou... mais Alors ça, c'est possible. Je ne sais pas. En France, je ne sais pas. Aux hmm, États-Unis, il en était question. Hein. ok. Mais en tout Vous cas, savez, on sait tous que c'est un sujet d'actualité. On espère oui, oui. tous Mais je un pense que jour. je ne suis pas sûr qu'en France, il y ait des mutuelles qui remboursent aux Ok. Français l'activité physique qu'ils font. Par contre, aux États-Unis, je sais qu'il en était question, mais vous savez qu'aux États-Unis, ils ont fait des études en montrant que si on paye les fumeurs pour qu'ils arrêtent de fumer, et bien sûr, on vérifie qu'ils arrêtent hein, régulièrement, eh bien, ils s'arrêtent de fumer. Donc, Ok. ça fait des économies aussi. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, bien sûr, la capacité cardio-respiratoire, c'est le gold standard, je ne reviens pas là-dessus, c'est l'épreuve d'effort. Mais vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas pouvoir prendre l'épreuve d'effort avec un masque à tout le monde, c'est impossible. Hein, quand on voit le nombre de millions de malades chroniques, on n'y arrivera jamais. Mais il faut quand même se rappeler que l'épreuve d'effort standard a beaucoup de qualités cachées. Parce que là, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes cardiologue, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on brûle l'épreuve d'effort en cardiologie. Simplement, on oublie une chose, c'est que l'épreuve d'effort ne sert pas qu'à détecter la maladie coronaire. Parce que si c'est seulement la maladie coronaire, oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait des épreuves d'effort toute ma vie parce que je n'avais pas d'autres examens à faire. Hein. Mais aujourd'hui, l'écho d'effort est bien plus performant, personne ne peut le nier, pour détecter la maladie coronaire, mais pas pour apprécier la capacité cardio-respiratoire. Pas pour regarder quels sont les paramètres qui vont me permettre d'expliquer pourquoi le patient est plus essoufflé, etc., etc. Donc, en fin de compte, il ne faut pas brûler l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, il faut regarder autre chose. Mais vous pouvez très bien
ici, chez ce patient, lui estimer sa VO2 max. Déjà, la machine vous le fait, mais il suffit, si vous ne tenez pas compte de la machine, eh bien, de se rappeler que pour faire 1 watt, vous consommez à peu près 10,5 millilitres minute kilo. Donc, pour avoir la VO2 max de ce patient, ce n'est pas très compliqué. C'est 10,5 multiplié par sa puissance maximale aérobie. Attention, on ne prend pas la dernière, forcément développée. Si on n'a pas fini le palier, on prend l'avant-dernière. Plus 3,5 fois le poids. Pourquoi? Parce que ces 10,5, c'est pour pédaler. C'est le coût mécanique. Mais pour vivre, vous avez besoin d'oxygène et vous avez besoin de 3,5 fois votre poids. Donc, je vais rajouter ça et vous aurez la consommation maximale d'oxygène du sujet en litres par minute. Et je vous assure qu'on n'est pas à 30% de différence avec la VO2 directe. On est plutôt dans les 8 à 15% de différence. Et là, pour le tapis roulant, attention, quand vous courez, vous consommez en moyenne 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. C'est le hasard, c'est le même chiffre, le coût énergétique quand on court, et c'est sur du plat, j'ai oublié de le dire, c'est à peu près la même chose. Donc, si vous avez quelqu'un que vous testez sur un tapis roulant, vous ne pouvez pas malheureusement vous en servir pour la marche, parce que la marche a un coût énergétique plus élevé que quand on court. Hein. Et s'il y a de la pente, eh bien là, ça change tout. Et vous voyez, je peux, si quelqu'un me dit, bah moi, vous voulez voir la capacité physique de votre patient, vous lui dites, vous courez. Oui, je cours. Vous courez à quelle allure quand vous faites votre footing? Bah, je suis à 10 à l'heure. 10 à l'heure, bah, il est déjà à 35 millilitres minute kilo. S'il est en footing à 10 à l'heure, ça veut dire qu'il a au moins être capable de courir sur 5 minutes à 12, 13 à l'heure. Donc, vous voyez, vous avez déjà sa capacité physique. Donc, vous pouvez l'estimer. Si par contre, la personne vous dit, moi, je ne suis pas capable de courir pendant 6 minutes, eh bien, il est quand même, on court à partir de 6-7 à l'heure. Donc, vous voyez, ça vous fait, il est déjà en dessous de 20, il est en dessous de 20 millilitres minute kilo de consommation d'oxygène, à peu près, à la louche. Donc, on peut déjà déterminer les choses. Le tout, c'est de s'intéresser un petit peu à la physiologie de l'exercice. Alors, tout à l'heure, je vous ai reparlé de la capacité physique relative. Ça, c'était un ancien article, hein, j'ai pas mis le nom et c'est pas bien, de l'auteur, mais on a suivi des gens pendant 14 ans et on les a classés, vous voyez, avec des sujets de poids normal, c'est le pointillé, avec les points et les tirés. En surpoids, c'est les pointillés et les sujets obèses, c'est en trait continu. Et donc, on a regardé la capacité physique. Donc, 100, c'est 100% de la capacité physique théorique. C'est-à-dire, quand la machine vous met ce sujet-là, j'attends 100 watts, par exemple, eh bien, ça fait 100%. Et on a regardé ce qui se passe en dessous. Moi, je me suis amusé à regarder ça. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que jusqu'à 80% de la capacité physique, j'ai quand même une baisse de la mortalité, mais qui n'est pas très importante. Vous voyez? Par contre, au-delà de 80%, j'ai beaucoup de baisse. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que on part du principe aujourd'hui, je ne sais pas si Bernard sera d'accord avec mes chiffres, mais moi, c'est ceux que j'utilise habituellement, que le déconditionnement, ça va à peu près jusqu'à 80%. C'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité physique diminuée de 15 à 20%, s'il me dit qu'il ne bouge pas du tout, qu'il est très sédentaire, je peux l'expliquer par ça. Par contre, en dessous de 80%, et on voit que la mortalité et le risque augmentent beaucoup, là, il y a sûrement autre chose. Et là, ça veut dire simplement qu'il faut vraiment faire un bilan à ce patient un petit peu plus poussé que de lui dire simplement il faut que vous bougiez. Là, on peut se contenter du déconditionnement. Mais comme je vous dis, c'est les chiffres qui sont le plus souvent cités. Donc le cut-off, c'est 80%. Alors, il y a différents tests. Je ne vais pas revenir sur le step test. Le step test, c'est quelque chose qui est facile à faire. Hein, il faut simplement avoir un peu de coordination, savoir monter. Il faut d'abord monter le même pied. Ensuite, on met l'autre pied à côté. On descend le premier pied, on descend le deuxième pied, etc. Donc, c'est avoir l'habitude. Et puis, il faut surtout avoir plusieurs tests, des steps de hauteur différentes, puisque bien évidemment, je ne vais pas jouer que sur le rythme, je vais jouer aussi sur la hauteur. Parce que généralement, le step test, c'est un test sous-maximal, comme la plupart de ces tests. Et là, vous voyez, il y en a des tas qui vont de 2 minutes à 6 minutes. Celui qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est celui où on augmente progressivement la vitesse de montée. C'est-à-dire qu'on fait comme un test d'effort progressif, mais il faut avoir des steps de différentes hauteurs, parce que les dames vont pas avoir le même. Et puis, une dame qui vous dit, bah, moi, je fais 4 heures de sport par semaine, vous n'allez pas lui mettre le même test le même step que les autres.
Oui, il y a une question qui m'est posée. Une question. Alors, la personne, elle a levé sa main, mais je pense qu'il peut. Est-ce que vous pouvez écrire directement dans le chat? Parce que là, je peux pas en fait activer le micro. Désolé. Je vous laisse Donc écrire là, la question et puis on y revient tout de suite oui, après, hein. tout à fait. Donc ça, je passe sur le nomogramme, c'est un autre test. Le test de marche de 6 minutes, c'est un test aussi qui est souvent utilisé. Et à partir de la distance théorique normale qu'on a là, on a la limite inférieure de la normalité, mais on a aussi des ABAC qui vous donnent en fonction de la distance la VO2 max estimée pour ces patients. C'est pas aussi bien que le test avec le masque, bien évidemment, mais je vous répète que on va parler sur des grandes populations. C'est un test qui nous permet de nous donner quelque chose. Globalement, tous les auteurs dont je vous ai parlé, Myers, etc., ont montré que oui, les tests sous-maximaux et même les tests, les VO2 qui sont estimés à partir de questionnaires, c'est possible. Même votre montre vous donne votre VO2 max estimé en fonction de ce que vous lui répondez, votre âge, votre poids, votre taille, votre sexe, qu'est-ce que vous faites comme activité physique, combien de temps par semaine, et l'intensité, elle va vous donner une estimation. Ce n'est qu'une estimation. Mais globalement, pour détecter les gens à risque, ça peut suffire quand même. La question, François, était de est-ce que c'est possible de nous réexpliquer l'estimation de la max théorique? Je pense, là, il parle des Oui, normes. celle-là ou ça, Oui, celle-là. il me semble, oui, il parle de. Bon, Oui, donc si jamais tout à vous fait. n'avez pas de machine avec le masque, donc vous ne pouvez pas faire d'analyse des échanges gazeux, votre machine va déjà vous dire au départ la puissance que doit faire la personne que vous allez tester. Ça, c'est sa capacité théorique. Donc, si la personne doit faire 100 watts, elle fait 160 watts. Ben, très bien, vous avez une capacité physique qui est égale à environ, ça va nous faire en gros 45 à 50% de plus que, un peu plus que la capacité théorique. Si par contre le patient vous fait 80 watts, eh bien vous allez être en dessous. Alors vous pouvez vous contenter de ça, hein. Des fois la machine vous donne les mètres, mais la machine elle fait ce calcul-là en gros. Moi ce que je vous dis simplement c'est que j'ai un patient qui fait 100 watts, je veux savoir combien il a consommé millilitres, minutes, kilos d'oxygène. Eh bien je multiplie 100 watts par 10,5 parce que 10,5 c'est le coût pour faire 1 watt, ça me coûte ça. Ça va donc me faire 1050, ce à quoi je dois rajouter la consommation d'oxygène pour vivre. Parce que ça n'est que pour pédaler à 100 watts. Mais tout le reste de mon corps qui a besoin d'oxygène quand même, eh bien, je vais dépenser 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo multiplié par mon poids. Donc, je vais additionner en gros, on tourne toujours aux alentours de 200 à 300 millilitres minute, hein, au repos. J'additionne ça à ma valeur là et j'ai la consommation maximale d'oxygène du sujet en litres par minute ou millilitres par minute si vous voulez. Ce sera en millilitres par minute. Et donc, vous avez une valeur qui est assez proche de celle qu'on a avec le masque. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même très bien. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, apparemment, c'est clair. Et je vous Parfait. dis merci et c'est super. Alors, il y a autre chose qui est facile, dont on va parler un tout petit peu avant de terminer, c'est la force musculaire. Pourquoi? Ben parce que on l'a testé surtout cette force musculaire au départ pour les personnes âgées, parce que vous savez que quand on vieillit, physiologiquement, on a une sarcopénie, et cette sarcopénie fait que on va perdre de la force musculaire. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, en vieillissant, on a tendance à plus chuter, c'est parce qu'on n'a pas les muscles pour nous empêcher de tomber quand on trébuche. Donc, on s'était dit, bah, si on mesure la force musculaire, peut-être que ça nous permettrait de savoir quels sont les patients les plus à risque de passer dans l'état de fragilité et donc de perte de dépendance. Et puis après, on l'a testé chez tout le monde, à tous les âges. Et donc, on a pu tester cette force de préhension. La meilleure façon de la tester, c'est un dynamomètre. Je vous en ai mis un ici, c'est celui que nous, on avait dans nos bureaux, puisque on avait un dynamomètre, et je vous expliquerai pourquoi dans nos bureaux, et je vois que la force musculaire, vous voyez, chez les hommes comme chez les dames, eh bien, elle baisse avec l'âge. Elle est plus élevée chez les hommes, comme la VO2 d'ailleurs,
que chez les femmes, etc. Ici, je vous ai dit comment on mesure le test. Donc, il faut que ce soit être rigoureux. On se met à 90%, 90 degrés, pardon. On a le dynamomètre ici et on va comprimer le plus fort possible avec la main droite, 3 fois de suite, avec la main gauche, 3 fois de suite. Et on va mesurer la valeur ici qui s'affiche et on va faire la moyenne des 3 mesures de chaque côté. Et on prendra la meilleure moyenne des deux. Et après, vous allez regarder sur les ABAC. Donc ici, vous avez les ABAC qui ont été donnés. Dans la population, c'est une population américaine qui les a donnés, mais vous avez des ABAC sur les populations européennes, par exemple. Et là, on va prendre, là, c'est les femmes, là, c'est les messieurs. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien avoir cet appareil dans mon bureau, à côté de mon stéthoscope et de mon tensiomètre? Eh bien, c'est tout simplement parce que supposons que j'ai un monsieur de 40 ans qui est très sédentaire, qui ne fait pas qui ne bouge pas non plus, et puis qui me dit, bah non, vous savez, je vais bien, hein, en fin de compte, je ne suis pas essoufflé quand je marche, je n'ai pas de problème, je monte des étages, etc., tout va bien. Alors je lui dis, bah écoutez, je n'en doute pas, je vous propose, je n'ai pas le temps de lui faire le test avec la VO2, par exemple, vous comprenez bien, je ne vais pas rajouter un test de VO2 quand il n'était pas prévu, mais je vais dire, bah, on va regarder votre force musculaire. Donc je lui donne le dynamomètre. Et là, le monsieur, on va dire qu'il fait 30. Il a un chiffre de 30 kilos. À ce moment-là, il va me dire, alors est-ce que c'est bien? Alors je vais prendre la bac et lui montrer. Je lui dis, voyez, vous avez fait 30 kilos. Eh ben, 30 kilos, vous voyez, c'est ce que font les gens de 60 ans. Lui, il en a 40, les messieurs de 60 ans. Mais vous, à votre âge, vous deviez faire 33. Ah, donc il va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui dis, voyez, ça, c'est votre mode de vie. Il faut vraiment que vous changiez votre mode de vie, que vous bougiez plus, que vous passiez moins de temps assis, parce que sans que vous vous en rendiez compte, ça retentit sur votre force musculaire et cette force musculaire représente aussi votre état de santé. C'est moins bien que la capacité cardio-respiratoire, mais c'est quelque chose qui peut être très utile quand vous avez du mal à évaluer la capacité cardio-respiratoire. Donc, ce sera ma dernière diapositive, comme ça on aura l'occasion de discuter si vous voulez, il nous restera 10 minutes. J'adore cette phrase qui est d'Edison, qui disait « Le médecin du futur ne prescrira pas de médicaments, mais assistera ses patients dans les soins du corps, l'alimentation, la recherche des causes et la prévention des maladies. » C'était en 1903. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais dans notre médecine à nous, Français, enfin dans la mienne en tout cas, je ne sais pas la vôtre, mais on n'a presque rien appris sur la prévention. On en est toujours à un symptôme, un médicament. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Notre système de soins ne pourra pas supporter ce mode d'activité, ce mode de traitement. Et on se bat pour essayer de faire mettre plus de prévention dans les études de médecine. C'est très compliqué. Le seul ministre qui a eu le droit d'avoir un ministère de la Santé et de la Prévention, c'était M. Braun. C'est lui qui a rajouté prévention. Depuis qu'il est parti, aucun autre ministre ne l'a demandé. Ça prouve que la prévention n'a aucune importance pour notre ministère de la Santé. Et si vous ne me croyez pas, rappelez-vous que la loi du sport sur ordonnance, donc la loi pour la prescription de l'activité physique dans les maladies chroniques, a été portée par qui? Par Madame Fournéron, qui est, certes est une médecin, mais elle était ministre des Sports et pas ministre de la Santé. Et Madame Marisol Touraine, qui était la ministre de la Santé de 2015, était totalement contre cette loi du sport sur ordonnance. Elle a tout fait pour que ça passe pas. Et Madame Fournéron, que je connais bien, a accepté des tas d'amendements pour pouvoir la faire passer. Donc ça vous montre que vraiment, notre ministère de la Santé n'a pas compris les préventions. C'est exactement comme le réchauffement climatique. C'est exactement pareil. La même réaction, la même attitude. Pourtant, il devrait regarder, en Suède, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 74 ans. En France, c'est 64 ans. Déjà, rien que ça devrait faire réfléchir des gens. Donc voilà, je suis maintenant, si vous avez des questions un petit peu générales sur ce qu'on vient de voir, je suis à votre disposition pour y répondre.
Alors, une question qui arrive de Monsieur Cordier, Sébastien. Est-ce que les données d'actimétrie, entre parenthèses, montres, téléphone, les objets connectés, permettent aussi d'estimer la CCR? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour évaluer l'effet d'une intervention? Alors, Oui. oui, oui, ça peut l'évaluer. Euh, le chiffre que l'on a est sujet à caution parce que chaque machine a son algorithme qu'on ne connaît pas, qu'ils ne veulent pas nous montrer. Donc, on a toujours du mal, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a des patients pour qui ça marche bien, d'autres personnes pour qui ça ne marche pas. En plus, n'oubliez pas que ce sont souvent des choses déclaratives, c'est le risque de tous les questionnaires, et je peux raconter n'importe quoi. Moi, je peux dire à ma montre que je fais 10 heures de sport par semaine, hein, et elle va m'estimer ma capacité cardio-respiratoire à partir de quelqu'un qui fait 10 heures de sport par semaine, par exemple. Donc, à mon avis, pour voir une amélioration avec ces montres et ces objets connectés actuels, je pense que ça ne sera pas possible. OK. Parce que ça veut dire que, ou alors ça sera possible si je lui dis, bah voilà, avant je faisais 2 heures par semaine de marche, maintenant j'en fais 6, et lui il va partir sur cette base-là. Alors il se basera peut-être aussi sur votre poids, si le poids a diminué, peut-être que l'algorithme va en tenir compte, je ne sais pas, mais globalement, je pense que si c'est pour vraiment euh, montrer à votre patient qu'il va mieux, c'est pas suffisant. Une autre question. Quel est votre avis concernant l'utilisation de l'isocinétisme en réadaptation cardiaque? Alors moi, j'ai un très bon avis et une très bonne, euh, comment dire, vu des très bons résultats. L'isocinétisme, je vous rappelle que c'est un exercice où le muscle va être étiré pendant l'effort, et alors, au lieu d'être raccourci comme dans les exercices de contraction musculaire. Donc, c'est un exercice où vous tirez sur les fibres musculaires qui entraînent plus de lésion des fibres musculaires et qui est plus rentable, si je peux dire, pour améliorer votre force musculaire. Je prends un exemple. L'isocinétisme, c'est descendre des escaliers au lieu de les monter. Vous n'avez pas remarqué, parce que vous en descendez peut-être pas beaucoup, mais amusez-vous le week-end prochain à aller faire des côtes en les montant, en marchant vite, par exemple. Et la semaine d'après, vous allez les faire en descendant vite. Eh bien, vous aurez beaucoup plus mal aux jambes 48 heures après quand vous aurez descendu les côtes que quand vous les aurez montées. Alors que vous aurez été très essoufflé en montant les côtes et pas du tout en les descendant. Donc, c'est pareil. L'isocinétisme est un exercice où le cardiaque n'est pas essoufflé ou très peu. Et par contre, il fait beaucoup travailler ses muscles. Donc, il va avoir un bon renforcement musculaire sans avoir la limite de la dyspnée qui peut survenir. C'est pour ça que je suis plutôt un défenseur de l'isocinétisme. Par contre, il ne faut sûrement pas faire que ça et que ce soit fait par des gens qui les encadrent, qui sachent bien faire de l'isocinétisme, parce que vous pouvez avoir des lésions musculaires très importantes. Et si effectivement le patient il a des courbatures pas possibles après une séance d'isocinétisme, il n'en fera plus d'une part, et surtout il va sauter 3 4 séances d'entraînement. Donc c'est pas très bien. Alors, j'ai une remarque de Monsieur Pierre-Marie Leprêtre. Il y a un amalgame, c'est de l'excentrique, pas de l'iso. Je sais pas Ah, ce que vous pensez. oui, c'est pas exactement le même exercice. C'est moi qui me suis trompé effectivement. Si c'était le terme l'isocinétisme, c'est pas du tout la même chose. L'isocinétisme, Pierre-Marie a raison, comme souvent. Effectivement, c'est un exercice où il va y avoir pas de changement de vitesse pendant l'effort que je fais, parce que cinétique, c'est la vitesse. Iso, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce dont je vous ai parlé, c'est de l'excentrique. Je ne sais pas si votre question parlait sur l'excentrique. Oui, tout à fait. Donc là, il a D'accord. répondu, mais Donc, tout ma à réponse fait. est bonne, mais c'était la question. Et heureusement que Pierre-Marie suit. J'ai une question, François. Cette fois, c'est moi qui pose cette question. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même faire au moins une fois un test VO2 dans sa vie ou on reste sur
des objets connectés ou l'estimation de la VE2 max? Qu'est-ce que vous pensez pour les gens qui peuvent accéder à ce type de test? Est-ce que c'est pas mal d'avoir quand même au moins il faut pas attendre qu'on soit pas en bonne santé pour faire ce test. C'est une question qui n'est pas simple, hein. C'est une question qui n'est pas simple. Je crois qu'on peut très bien vivre sans avoir sa VO2 max. Mm. S'il y a un test qu'il vaut mieux faire, c'est peut-être plutôt l'électrocardiogramme, hein, parce Ok, que l'électrocardiogramme bien sûr. peut me révéler une maladie génétique que je ne connais pas et que mes enfants ont peut-être. Mm. Après, moi, mon test, c'est le nombre d'étages que je monte. Si je me rends compte que moi qui monte, je ne sais pas combien d'étages, peu importe, en 5 minutes, j'arrive plus à en monter que la moitié, et je vais me poser des questions. Et là, je vais peut-être me dire, tiens, va peut-être falloir que je fasse un test un petit peu pour voir où j'en suis. Mais je ne sais pas si Bernard est encore là, mais moi, je n'aurais pas tendance à dire que tout le monde doit avoir. Si je prends soin de ma santé, j'ai peut-être pas besoin. Par contre, si je prends pas soin de ma santé, oui, je pense qu'il faut le faire. Alors, Pierre-Marie Leprêtre, encore une remarque. Merci François, c'est toujours très intéressant de t'écouter. Concernant les profs de PS, il faut leur rappeler les textes officiels, arrêté 2021 publié au BIO, numéro 25 de 24 juin. La santé, la lutte contre le surpoids est la première finalité de l'EPS. Merci. Une autre... Ça, ils l'ont oublié, Pierre-Marie, je peux te le dire. Je parle avec les syndicats régulièrement et ils l'ont vraiment oublié. Faudrait que tu me le redonnes, tu pourras me le renvoyer, comme ça je leur mettrai sous le nez. Merci. Alors, une autre question encore, mais bon, je pense que Jean-Marie Pad, il a déjà répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Attends un peu. Sinon, moi, je vais en profiter pour rappeler nos chers participants que nous organiserons prochainement, en partenariat avec ILAB, deux webinaires. Le lundi 23 juin, de 19 h à la même heure à 21 h 30, avec professeur Aguilanu sur le titre intitulé Ce que les réponses ventilatoires à l'exercice révèlent sur les maladies cardiaques. Donc, il ne faut pas tarder à s'inscrire. Et le troisième webinaire, ça sera le mardi 14 octobre. Cette fois, pareil, même heure, et toujours avec professeur Aguilanus sur la pathologie pulmonaire, l'exercice au-delà de la limitation ventilatoire. Et il me semble que nous organiserons également, François, si je ne me trompe pas, peut-être en 2026, on va essayer d'organiser ensemble un autre webinaire sur un autre sujet d'actualité. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, donc, des remerciements, hein. Je ne sais pas si, François, vous avez accès Non, au texte. Donc je vais là, me mettre, je comme vais arrêter de ça, partager. comme ça, vous lisez directement, hein. Donc là, euh, voilà. Donc, il vous Merci à remercie. vous. Hein, c'est toujours un plaisir d'échanger avec tout le monde et puis essayer de parler de choses qu'on ne voit pas forcément dans comment ça s'appelle, dans la vie de tous les jours. Tout à fait, tout à Et ce fait. qu'on essaye avec Bernard, c'est aussi des choses de la vraie vie et qui peuvent vous sortir des fois de petits soucis ou de petites questions que vous connaissiez pas. Super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, François. Et on se dit peut-être à bientôt. La semaine prochaine, on se voit probablement au congrès Corps et Sport à Lyon. Oui, avec plaisir. Et, et ça Et sera pour ceux qui ne sont pas l'occasion. encore inscrits, c'est la semaine prochaine, hein. Il reste de la place. Tout à fait. Merci et bonne Au revoir. soirée à tous. Au revoir.